Depuis l'existence relativement longue de l'humanité, le voyage vers les planètes voisines n'est devenu possible que très récemment. De nombreuses découvertes ont soulevé de nombreuses questions. Pourquoi ne vivons-nous que sur l'une des 8 planètes de notre système solaire? Notre capacité d'adaptation a-t-elle des limites étroites? Et que se passerait-il pour un humain à la surface de la Lune? En réfléchissant à nos voisins célestes, on se demande s'il existe une vie intelligente, organique, animale, voire connectée à Internet sur leur surface. Imaginons aujourd'hui le sort d'un terrien se retrouvant au mauvais endroit et au mauvais moment, sur une planète inappropriée. Il n'est pas un secret que le corps humain, sans scaphandre, est incapable de survivre dans l'environnement hostile de l'espace. Il y fera extrêmement froid ou extrêmement chaud, sans casque, la tête risquerait de ressembler à un bouchon de champagne débouchant. Malheureusement ou heureusement, nous ne connaissons pas les individus ayant foulé la surface de Jupiter ou de Mars en tonnes, mais rien ne nous empêche d'utiliser les faits scientifiques. Omettons l'influence du vide spatial et descendons à la surface de notre plus proche satellite naturel. Vous voilà donc sur la Lune. Petit spoiler, cuire un œuf prendra plus de temps que votre durée de vie sur place. La faible masse de ce corps céleste ne permet pas à son atmosphère, 6 fois moins dense que celle de la Terre, d'attirer des molécules d'oxygène, lesquelles sont d'ailleurs absentes en raison de l'absence de végétation. Néanmoins, vous ne mourrez pas par asphyxie. L'absence d'atmosphère, proche du vide, permet à un être humain de survivre environ 90 secondes. Il n'explosera pas et restera conscient pendant environ 10 secondes. En 1965, la NASA a enregistré le cas d'un astronaute exposé au vide pendant 15 secondes à cause d'une combinaison endommagée. Il était toujours conscient et se souvenait d'une fuite d'air et de sa salive qui bouillonnait sur sa langue, bien que la température n'augmente pas, mais diminue en fait à cause de l'évaporation et de l'incapacité de thermorégulation. L'astronaute a survécu. La réaction du corps humain dans le vide est donc, comme le montrait fictivement un célèbre acteur dans un film, parfaitement réaliste. Retenir sa respiration ne fera pas exploser les poumons, contrairement à une idée répandue. Passons aux conditions de température lunaire, impitoyables pour nous en raison de l'absence d'atmosphère. Durant les 13 premiers jours, vous pourriez être carbonisé par une chaleur de 107 degrés Celsius. Durant les 13 nuits suivantes, la température descendrait à moins 150 degrés Celsius. Dans les cratères polaires les plus profonds, elle peut atteindre des températures proches du zéro absolu pendant les éclipses lunaires, où la température de surface peut chuter de 300 degrés Celsius en 90 minutes. Cependant, vous n'aurez pas le temps de geler ou de griller complètement. Tous ces facteurs agiront simultanément, mais le plus dangereux restera le rayonnement solaire, contre lequel aucun écran solaire ne vous protégera. Le niveau de rayonnement solaire a longtemps mis en doute les alunisages. Il est mortel et bien supérieur à ce que l'on peut reproduire sur Terre. En résumé, des dommages aux organes internes, des os se brisant comme du sable, et la nécrose des tissus, combinés aux facteurs mentionnés, vous causeront de grandes souffrances avant votre mort, si vous avez le temps de vous dire « c'est cool, je suis sur la Lune ». Il est possible que cela soit différent, mais il n'y a pas encore de volontaires pour tester l'hospitalité lunaire. Nous ne sommes pas éternels, au moins dans notre système solaire, et les raisons peuvent être multiples, maladies virales, extinction de notre étoile, etc. Récemment, le Global Challenge Foundation a publié un rapport sur les dangers menaçant l'humanité. La catastrophe climatique, la part de carbone dans l'atmosphère terrestre est la plus élevée jamais enregistrée. Ceci est dû au développement technologique, à la croissance industrielle et démographique, et donc à une consommation accrue. Si le niveau actuel d'émissions persiste, la température terrestre pourrait augmenter de 6 degrés Celsius, entraînant la fonte des glaces polaires et l'inondation des régions les plus peuplées d'Europe et d'Amérique. La catastrophe nucléaire, en 2014, plus de 90 000 ogives nucléaires étaient prêtes à être déployées, dont 4 760 aux États-Unis et 4 300 en Russie. En 1979, des experts du Bureau américain des technologies ont estimé qu'en cas d'échange de frappes nucléaires entre les États-Unis et l'URSS, jusqu'à 40% de la population serait tuée immédiatement, et plusieurs millions de plus dans les années suivantes à cause des radiations, des brûlures, et autres facteurs connexes. Un autre danger majeur est l'hiver nucléaire. Une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie entraînerait une baisse de température de 8 degrés Celsius et rendrait impossible la production alimentaire pendant 4 à 5 ans. Même un échange limité de frappes nucléaires entre l'Inde et le Pakistan entraînerait une baisse de température de 1,25 degrés Celsius et une famine pour 1 milliard de personnes. Les pandémies, il y a près de 100 ans, la grippe espagnole a réduit la population mondiale de 5%, mais c'était avant la médecine moderne, les antibiotiques et le génie génétique.
La dernière pandémie grippale importante a eu lieu en 2010. Le risque de mortalité dû aux maladies virales reste élevé, notamment dans les régions où la médecine est peu développée. Il est difficile de prédire quand la prochaine pandémie se produira et sa mortalité. Le registre national britannique des risques estime la probabilité d'une mortalité de plus de 1% de la population du pays dans les 5 prochaines années entre 1,5 et janvier 2020. Les catastrophes naturelles, l'éruption d'un supervolcan ou une collision avec un astéroïde ne sont pas liées à l'activité humaine. Il y a 70 000 ans, l'éruption du supervolcan de Toba en Indonésie a bloqué la lumière du soleil et a fait baisser la température terrestre de 3,5 degrés Celsius, un effet similaire à celui d'une guerre nucléaire. Il est pratiquement impossible de prédire une telle éruption, qui se produit environ tous les 30 000 à 50 000 ans. Une collision avec un astéroïde d'1,5 km de diamètre pourrait entraîner un refroidissement, une réduction des terres habitables et une baisse de la population d'environ 10% selon le Conseil national de la recherche des États-Unis. Un astéroïde de 10 km de diamètre pourrait anéantir l'humanité. Les épidémies artificielles, des recherches scientifiques montrent la possibilité de créer artificiellement des virus. En 2001, une forme de variole murine résistante au vaccin a été accidentellement créée en Australie. Théoriquement, un tel virus pourrait tomber entre les mains de terroristes, qui pourraient déclencher une épidémie en le dispersant au-dessus d'une grande ville. Les laboratoires de recherche qui travaillent sur des agents pathogènes dangereux représentent également un risque. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si la Terre cessait de tourner sur son axe? L'humanité serait confrontée à des changements catastrophiques, surtout si l'arrêt était soudain. Avant même de comprendre ce qui se passe, nous disparaîtrions. L'effet immédiat serait dévastateur, la vitesse de rotation de notre planète est de 1670 km/h. Un arrêt brusque entraînerait la destruction de tout ce qui n'est pas ancré dans la roche, animaux, humains, arbres, bâtiments, etc. Les océans, par inertie, continueraient à tourner, provoquant des tsunamis gigantesques. Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques seraient également déclenchés. Les jours et les nuits dureraient 365 jours. Un hémisphère connaîtrait 6 mois de soleil et une chaleur insupportable, l'autre 6 mois de nuit et un froid extrême. Les courtes périodes de crépuscule entre la nuit et le jour seraient insignifiantes. Les forces centrifuges aplatissent la Terre au pôle et créent un renflement à l'équateur. Sans rotation, ce renflement disparaîtrait et les océans s'écouleraient vers les pôles, ne laissant qu'un seul continent géant et 2 calottes glaciaires océaniques. Le soleil se lèverait à l'ouest et se coucherait à l'est, car la rotation terrestre aidait en ouest. La plupart des animaux et des plantes ne pourraient pas s'adapter à ces changements brusques. Certaines espèces pourraient en profiter, comme les habitants de l'Antarctique habitués aux nuits de 6 mois. L'Antarctique, le Groenland, le Canada, la Sibérie, l'Europe, une partie de la Chine et la moitié de la Nouvelle-Zélande seraient submergées. Des plaines et des chaînes de montagnes se formeraient le long de l'équateur jusqu'à 30 degrés de latitude nord et sud. Les vents souffleraient des équateurs vers les pôles, modifiant le climat et les courants marins, entraînant des bouleversements globaux, notamment dans les écosystèmes marins. L'exposition aux particules cosmiques hautement énergétiques serait mortelle pour les humains et autres êtres vivants. Les humains devraient vivre sous terre, cultiver et élever du bétail, et porter des scaphandres ou des vêtements de protection pour sortir. La Terre ralentit-elle sa rotation? Oui, graduellement, à cause des forces de marée entre la planète et la Lune. Les parties de la Terre les plus proches de la Lune sont plus fortement attirées que les parties les plus éloignées. Chaque siècle, la durée d'un jour augmente de 1,5 à 2 millisecondes. Dans 140 millions d'années, il y aura 25 heures par jour. Cependant, l'humanité ne verra pas la Terre s'arrêter complètement, car dans environ 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, augmentera de taille et engloutira notre planète. Quand on entend téléportation quantique, on pense à un déplacement instantané d'un objet d'un point à un autre. Seul le état de l'objet est téléporté, et non l'objet lui-même. Un objet identique peut ainsi apparaître n'importe où. Un quantum est une particule infiniment plus petite qu'un atome, l'univers, y compris l'homme, en est rempli. Nous ne sommes pas que des os, des muscles et des organes, nous sommes aussi des sensations, des émotions et des fluctuations ondulatoires. Notre énergie quantique englobe les vibrations intellectuelles du cerveau et le superconscient. Nos 50 000 milliards de cellules sont le fondement de la nature, où la matière équivaut à l'énergie. Notre corps est composé de vibrations quantiques transformées en cellules, organes, pensées et émotions. Les signaux de notre corps quantique peuvent être perçus comme de l'intuition. Au niveau quantique, toutes les parties du corps humain, de l'atome à l'organe, du sentiment à la pensée, sont interconnectées.
La joie déclenche un cocktail chimique qui se répand dans l'organisme, de même que le chagrin provoque des réactions diamétralement opposées, empoisonnant chaque molécule et affaiblissant le système immunitaire. Les vibrations quantiques nous contrôlent totalement. La pensée humaine pourrait ainsi être transmise à n'importe quelle distance. Une fois que les scientifiques comprendront la nature de ce processus, ils pourront le contrôler. Le futur pourrait voir la création de commutateurs quantiques globaux permettant un échange instantané de pensée, et des ordinateurs qui révolutionneraient le cyberespace, avec une capacité et une vitesse de traitement bien supérieures aux machines actuelles. Des virus quantiques deviendraient un cauchemar pour les programmeurs. L'unité d'information serait le QI. L'information est codée en utilisant des séquences de 0 et de 1. Le QI utiliserait la superposition, c'est-à-dire la combinaison de 1 et de 0 simultanément. Le but ultime, encore lointain, est la téléportation humaine. Des expériences ont été menées sur des photons. Il faudrait un ensemble complet d'atomes, une description complète d'un individu, pour le cloner. Ce ne serait pas une invasion de clones, car l'original se désintégrerait après la téléportation. Une seule erreur pourrait transformer un être humain en un amas chaotique d'atomes. Des civilisations intelligentes auraient eu suffisamment de temps pour entrer en contact. Pourquoi ne pouvons-nous pas les détecter? Des milliards d'années ont été nécessaires pour que la Terre devienne unique. De nombreux événements ont façonné notre planète, et peut-être qu'une telle planète n'existe nulle part ailleurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vie ailleurs, simplement qu'elle pourrait exister sous une autre forme, ou être trop rare ou éloignée pour que le contact soit probable. La stabilité climatique est un facteur clé. Sans notre position précise par rapport au Soleil et à la Lune, la planète serait trop chaude ou trop froide, avec un manque d'oxygène et des conditions instables pour toute vie autre que bactérienne. Bien que nous ayons trouvé de nombreuses planètes similaires à la Terre, les scientifiques pensent que les chances de vie sur ces mondes sont extrêmement faibles, selon la théorie du grand filtre. La vie extraterrestre existe peut-être, mais la vie intelligente ne peut pas progresser technologiquement suffisamment pour inventer les voyages ou la communication interstellaire. Un barrage ou une catastrophe pourrait nous anéantir ou faire régresser nos technologies. Des catastrophes naturelles frappent périodiquement la Terre, et pourraient anéantir les civilisations partout, les ramenant à l'âge de pierre avant qu'elles ne puissent développer des technologies adéquates. Ou bien nous nous autodétruirons par une guerre nucléaire. Quelles que soient les raisons, les nouvelles ne sont pas bonnes, nous ne pourrons pas contacter d'autres extraterrestres et nous mourrons probablement. Certains pensent que nous sommes les premiers à franchir ce filtre, et que nous deviendrons la race dominante dans l'espace. Selon l'hypothèse du Great Filter de John Smart, la vie extraterrestre intelligente a existé, mais est devenue tellement avancée qu'elle est passée à autre chose. Les extraterrestres se seraient tellement développés qu'ils se seraient concentrés sur leur propre intérieur, une miniaturisation similaire à celle des ordinateurs. Initialement énormes, ils sont devenus plus petits tout en augmentant en puissance et en complexité. Pour les partisans de cette théorie, la vie intelligente se développe en utilisant de plus en plus efficacement l'espace-temps, l'énergie et la matière. Finalement, nous vivrons et travaillerons à des échelles minuscules, jusqu'à créer une résidence dans un trou noir. Ceci serait la destination finale, permettant des calculs, des voyages dans le temps, et l'extraction d'énergie parfaite. Les civilisations qui n'atteignent pas ce stade sont vouées à l'échec. De nombreux scientifiques pensent que toutes les galaxies, dont la nôtre, sont peut-être un programme créé par des êtres plus intelligents. Nous serions un prototype d'expérience technologique avancée. Le temps s'écoule différemment pour ces êtres. Des milliards d'années pour nous seraient quelques secondes pour eux. Ils pourraient être beaucoup plus grands que nous et utiliser des éléments chimiques supranaturels pour nous créer. Mars, voisin de la Terre, attire l'attention des scientifiques. Peu de sondes y ont atterri, mais bien plus que sur les autres planètes du système solaire. Le Phoenix Mars Lander, qui a passé 6 mois sur Mars, a apporté une contribution importante à l'étude de la planète. Son nom évoque le mythe de l'oiseau renaissant de ses cendres. En 1999, la mission Mars Polar Lander, qui devait explorer les régions polaires de Mars, a échoué. Plus tard, on a récupéré le matériel de cette mission ratée pour construire Phoenix. Ce recyclage a permis de réduire le coût de la mission à 420 millions de dollars. Le lancement a été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables. La fusée Delta II a décollé le 4 août 2007. L'atterrissage a eu lieu le 25 mai 2008, faisant de Phoenix la 6e sonde à atterrir sur Mars. Il a utilisé des parachutes et des rétrofusées pour ralentir, malgré une vitesse d'entrée dans l'atmosphère de plus de 5 km par seconde. L'atterrissage a été filmé par un satellite en orbite.
Cependant, la mission n'a pas été sans encombre. Après l'atterrissage, Phoenix s'est éteint puis a repris contact. Il a fallu plusieurs heures pour déployer les panneaux solaires. La première image envoyée était une plaine rocheuse couverte de givre. La mission visait à étudier le climat de l'Arctique martien, à déterminer si les régions polaires étaient habitables, et à suivre la fonte des calottes glaciaires. Phoenix a réussi et a même surpris les scientifiques. Des problèmes ont surgi après la reprise du contact, le bras robotique était coincé. Finalement, le 30 mai, avec l'aide du Mars Reconnaissance Orbité, il a été libéré. Le bras robotique de Phoenix était équipé d'une instrumentation sophistiquée, système optique, microscope, spectromètre et station météo. Un court-circuit s'est produit lors du test d'un analyseur de gaz. L'analyseur de gaz était un instrument clé pour identifier les composés organiques. Les échantillons de sol étaient trop gros pour le four du Phoenix, et il a fallu plusieurs heures pour le remplir. Phoenix n'a pas trouvé de vie telle que nous la connaissons. Il a atterri dans le cratère de 10 km de Hand, une zone riche en hydrogène, dans une zone polaire très peu explorée. Phoenix a creusé une tranchée de 5 cm et a trouvé de la glace sous la surface. Il a également trouvé du magnésium, du chlore, du potassium et du sodium. L'acidité du régolithe est comparable à celle des sols faiblement alcalins de la Terre. Le sol ressemble à celui des vallées sèches de l'Antarctique. Le 1er août 2008, la NASA a annoncé que Phoenix avait trouvé de l'eau dans des échantillons de sol. Cependant, du perchlorate, un sel toxique pour les organismes terrestres, a également été trouvé, suggérant qu'une vie de type terrestre n'a probablement jamais existé sur Mars. Le perchlorate pourrait provenir du carburant de la sonde. Phoenix a transmis des panoramas diurnes et nocturnes de Mars. Il a utilisé une mémoire flash, mais après une panne, il a commencé à envoyer les informations immédiatement. Il a étudié le régolithe martien, et a notamment pris une photo du lever du soleil au-dessus de la plaine martienne. La mission s'est terminée le 2 novembre 2008, lorsque le contact avec la Terre a été perdu. Une tempête de poussière a finalement désactivé Phoenix en novembre 2008. En 2010, un satellite a pris une photo de la sonde dans un état lamentable. Il n'a pas survécu à l'hiver martien, une de ses ailes solaires ayant été cassée par la glace. Phoenix emportait une collection numérique de science-fiction. Son histoire ressemble à un thriller scientifique. À ce stade, l'humanité ressemble à des enfants indisciplinés découvrant les conséquences de leurs bêtises. Nous avons pollué l'atmosphère, épuisé les ressources en eau, inversé le cours de nombreuses rivières, couvert des millions de kilomètres carrés de terres fertiles d'usines, exterminé des espèces animales et végétales, et déboisé. Maintenant, nous cherchons une nouvelle maison, pour la traiter de la même manière que la Terre. La situation est assez sombre, et nous devrons tôt ou tard nous installer ailleurs. Les raisons peuvent être le changement climatique, la pénurie de ressources, ou des menaces externes, comme une attaque d'astéroïdes ou la mort du Soleil. Les scientifiques recherchent activement des planètes où les terriens pourraient s'installer. Le plus simple serait de trouver une exoplanète proche avec des conditions idéales. Cependant, les recherches du télescope Kepler montrent que cela est utopique à court terme. La terraformation d'une planète du système solaire, comme Mars, est une solution viable. La terraformation est un processus long et systématique visant à transformer un corps céleste stérile en un environnement habitable. Mars, souvent considéré comme ayant abrité la vie par le passé, pourrait devenir le terrain d'une vie future. Cela nécessitera des efforts titanesques. La colonisation et la terraformation de Mars constituent un véritable bond technologique. Mars ressemble à la Terre, mais présente de nombreux obstacles. Omettons les questions éthiques, comme le remplacement de la vie martienne par la vie terrestre. Concentrons-nous sur les problèmes concrets, ne pas suffoquer, ne pas mourir de froid ou de radiation. Les premiers colons devront construire des bunkers sûrs et autonomes, et ne pas les quitter sans scaphandre. Que nous empêche de transformer Mars en une seconde Terre? Son atmosphère est extrêmement ténue, rendant la planète inhabitable. Si on verse un verre d'eau sur Mars, une partie s'évaporera, l'autre gèlera. Pour retenir l'eau, il faut épaissir et densifier l'atmosphère, ce qui permettra aussi de réchauffer le climat. Les calottes polaires martiennes contiennent du dioxyde de carbone, mais en quantité insuffisante. La sublimation du CO2 du régolithe pourrait augmenter la température et la densité atmosphérique. La pression à la surface serait alors comparable à celle du sommet de l'Everest. Des masques à oxygène suffiraient alors. D'autres méthodes existent. Certains astrophysiciens proposent de faire percuter Mars avec plusieurs planétoïdes riches en ammoniac.
L'énergie libérée réchaufferait la planète, et les gaz libérés enrichiraient l'atmosphère en azote. Des miroirs géants ou des voiles solaires placés en orbite autour de Mars pourraient augmenter l'insolation et réchauffer la surface. Cela libérerait du CO2 des calottes polaires. Avec une atmosphère plus dense, des plantes pourraient survivre. La biosphère, en libérant de l'oxygène et en absorbant le CO2, transformerait progressivement Mars en un monde habitable. Une explosion nucléaire ne serait pas utile. Même avec l'arsenal nucléaire mondial, on n'atteindrait pas le résultat souhaité. L'énergie libérée serait équivalente à celle que Mars absorbe du Soleil en 1 heure. La faible gravité et les radiations sont des obstacles majeurs. La gravité martienne est de 38% de celle de la Terre, ce qui affectera les colons et empêchera l'atmosphère artificielle de rester longtemps autour de la planète. Pour contrer l'évaporation de l'atmosphère, des usines produisant des gaz à effet de serre pourraient être construites. Ces gaz n'endommageraient pas la couche d'ozone et ne seraient pas toxiques, mais avec le temps, ils épaissiraient l'atmosphère et réchaufferaient le climat. Les plantes termineraient le processus de terraformation. Quant aux radiations, le faible atmosphère et l'absence de magnétosphère rendent Mars vulnérable. La science ne dispose pas de moyens de créer un champ magnétique planétaire. La sublimation du CO2 est donc essentielle, car elle optimise plusieurs facteurs d'habitabilité. Il faut cependant éviter de trop en faire, au risque d'obtenir une planète comme Vénus, avec une pression et une température extrêmes. Où construire la colonie martienne? Il faudra d'abord apprendre à vivre sur Mars dans son état actuel. Aucun endroit n'a encore été choisi. En 2020, un vaisseau spatial d'exploration devait être envoyé sur Mars, diffusant en direct. Ces données seront utilisées pour la conception des missions habitées. Vénus, Mars et la Terre sont des planètes rocheuses dont le climat pourrait être modifié. Cependant, la réalité est bien plus complexe que la théorie. Avez-vous des idées originales pour terraformer Mars ou la coloniser? Et si on parlait d'une base intermédiaire entre le système solaire et l'espace profond? Bienvenue sur Triton, le plus grand satellite de Neptune. Sa grande distance a limité son étude. Seul Voyager 2 est passé près de Triton en 1989, lors d'un transit vers Neptune. Voyager 2 a révélé des phénomènes étranges, que la science ne peut pas encore expliquer. Triton était le dernier objet observé par Voyager 2 dans le système solaire externe. Voyager 2 n'a photographié qu'un seul hémisphère de Triton, celui tourné vers Neptune. Les images montrent un corps géologiquement actif, avec une surface relativement jeune. Triton orbite en sens inverse et est le 7e plus grand satellite du système solaire externe. Il proviendrait de la ceinture de Kuiper. Voyager 2 a découvert une atmosphère ténue autour de Triton, principalement d'azote, avec du méthane et du monoxyde de carbone. La pression, d'environ 19 microbars en 1989, a augmenté, pour des raisons inconnues. La surface de Triton est inhabituelle. Il y a 12 types de reliefs, chaînes de cratères, sillons étranges, plaines et cryovolcans. Des taches sombres sont visibles sur les images, probablement des coulées de cryolave. Un objet ressemblant à un lac gelé d'environ 1 km de profondeur a été observé. Triton est un immense bloc de glace de forme régulière. La température de surface atteint -235 degrés Celsius, faisant de Triton l'endroit le plus froid du système solaire. Même l'azote y tombe sous forme de neige ou de givre. La calotte polaire sud était immense lors du passage de Voyager 2, composée de glace d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Seulement 179 cratères ont été observés sur un hémisphère, alors que Miranda en a 835. Cela suggère une activité géologique importante. Voyager 2 a également découvert la terrain Cantaloupe, une surface unique dans le système solaire, avec de grandes structures aux bords lisses et élevés, et une courbure inhabituelle. Cela pourrait être dû à de puissantes éruptions cryovolcaniques qui ont fondu la croûte glacée, puis se sont solidifiées et fissurées. Les cryovolcans entrent en éruption à des températures extrêmement basses, rejetant de l'eau, de l'azote et d'autres substances sous forme liquide ou gazeuse. Voyager 2 a observé une éruption. Un panache de particules s'élevait à 8 km et dérivait sur 150 km au vent. Neptune est visible sur les photos de Voyager 2, notamment sa grande tache sombre. Voyager 2 a permis de créer une carte topographique de Triton. La mission s'est terminée, Voyager 2 s'éloignant de Triton. Triton ressemble à notre Lune. Voyager 2 transportait un disque d'or avec des enregistrements de la Terre. Il est possible qu'un océan souterrain existe sous la surface de Triton, composé d'eau et d'azote, mais peu favorable à la vie telle que nous la connaissons.
Triton se rapprochera de Neptune à cause des forces de marée, atteindra la limite de Roche, et sera brisé, formant un système d'anneaux plus important que celui de Saturne. Voyager 2 serait alors la seule sonde à avoir visité cette région du système solaire. Avez-vous déjà vu une explosion nucléaire? L'explosion d'une bombe à neutrons est insignifiante comparée à la mort d'une étoile géante. Récemment, un tel événement aurait eu lieu près de la Terre. Il s'agit de Bételgeuse, une supergéante rouge, l'une des plus grandes étoiles connues. Si Bételgeuse remplaçait notre Soleil, elle engloutirait toutes les planètes jusqu'à Jupiter. Son diamètre est de 500 à 800 fois celui du Soleil. Sa masse est 17 fois, et son volume 300 millions de fois plus important que celui du Soleil. Elle brille de 80 000 à 105 000 fois plus que le Soleil. Bételgeuse est une étoile variable, dont la luminosité et la taille fluctuent sur 150 à 450 jours. Elle se trouve dans Orion, à environ 650 années-lumière de la Terre. Sa durée de vie est d'environ 10 millions d'années. En décembre 2019, Bételgeuse a commencé à s'assombrir considérablement, passant de la 9e à la 23e place en luminosité. Cela pourrait indiquer qu'elle est en train d'agoniser avant d'exploser. Comme les observations célestes montrent le passé, l'explosion a peut-être déjà eu lieu. Début 2020, des ondes gravitationnelles ont été détectées provenant de la région de Bételgeuse. Ces ondes sont liées à l'explosion d'une étoile. Cependant, peu de neutrinos ont été détectés. Cela pourrait signifier que les ondes gravitationnelles proviennent d'une autre source. Quelle serait la puissance de l'explosion de Bételgeuse et ses conséquences pour la Terre? Bételgeuse augmentera brièvement sa luminosité de 8 ordres de grandeur. Elle sera visible en plein jour et aussi brillante que la pleine lune. Elle disparaîtra ensuite progressivement du ciel, laissant une étoile à neutrons ou un nain blanc. L'explosion devait se produire dans 100 000 ans, mais les dernières observations soulèvent des doutes. Le dernier événement similaire dans notre galaxie a eu lieu au début du XVIIe siècle, à 20 000 années-lumière. Il n'y a eu aucun impact sur la Terre. Le système solaire se trouve en dehors du rayon de destruction de 50 années-lumière. Cependant, l'explosion pourrait détruire la couche d'ozone terrestre. Les débris de Bételgeuse mettront au moins 6 millions d'années à atteindre la Terre. Les explosions de supernovas sont imprévisibles. Bételgeuse a plus de 9 millions d'années et est en fin de vie. Depuis que l'humanité a besoin de ressources pour produire du carburant et de l'énergie, les meilleurs cerveaux cherchent des sources optimales. L'énergie solaire est une alternative aux méthodes coûteuses d'extraction de ressources. Le coût des panneaux solaires diminue, ce qui permet leur utilisation par les particuliers. Des scientifiques japonais ont imaginé de couvrir la Lune de panneaux solaires. Quelles seraient les conséquences? La Lune est un endroit idéal pour une centrale solaire à grande échelle, pas d'atmosphère, pas de nuages, pas de vent, pas de poussière. La température diurne est stable autour de -120 degrés Celsius. La Lune est proche de la Terre. Ses cratères et son régolithe pourraient fournir des matériaux pour la construction. Le projet Lunar Ring prévoit un anneau de panneaux solaires de 400 km de large autour de l'équateur lunaire. Sa longueur serait de 11 000 km. Sa surface serait équivalente à la moitié des États-Unis. Il fournirait un flux continu d'énergie pour la Terre. La puissance produite serait de 13 000 GW. Lunar Ring pourrait également fournir des ressources aux futures colonies lunaires, servant de point de transit pour les missions spatiales. Le coût du projet est inconnu, mais probablement astronomique. Il faut des récepteurs terrestres, des antennes de 20 km ou des capteurs de lumière laser. La construction se ferait sur la Lune grâce à une armée de robots, produisant du béton, de la céramique et des matériaux pour les panneaux. Des composants seraient fabriqués sur Terre et envoyés sur la Lune. Plusieurs cosmodromes en orbite terrestre basse seraient nécessaires. Le projet nécessiterait au moins 2 générations. Comment imaginer Lunar Ring vu de la Terre? La réalisation de Lunar Ring dépend du développement de la technologie spatiale et des technologies compatibles avec le vide spatial. Les impacts de météorites sont un risque majeur. Le principal inconvénient est le coût et la complexité. Des pertes d'énergie sont inévitables. Certaines études estiment ces pertes jusqu'à 50%. Le projet a été temporairement interrompu, puis repris après l'accident de Fukushima, en raison des inquiétudes concernant l'énergie nucléaire. Le projet démontre l'insuffisance de nos technologies. Avez-vous des idées pour construire une centrale solaire sur la Lune?